Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Plus jamais ça. C'était comme un mot d'ordre unanimement adopté au sortir de la conférence des forces vives de la nation de février 90. Le Bénin venait, dit-on, de très loin. Ce fut un grand moment de retrouvailles sonnant le glas des démons, dit-on, de la division et célébrant par là même un vivre ensemble retrouvé. Mais une trentaine d'années plus tard, le pays, à certains égards, semble être rattrapé par son triste passé, avec plus d'une vingtaine de ses enfants contraints à l'exil. Les plaidoyers, mesdames, messieurs, pour leur retour au pays pleuvent de toutes parts, avec une pensée toute particulière à leur endroit le 20 juin dernier par des personnes de bonne volonté et autres anonymes. 20 juin, journée mondiale des réfugiés. Une question d'intérêt pour le Bénin, c'est le thème en débat. Et avec nous sur ce plateau, Justin Azangbo, il est le coordonnateur général de la résistance béninoise dans la diaspora, CSDB. Justin Azangbo, bonjour à vous. Bonjour Joël Yetrodi, merci beaucoup, merci pour votre invitation et merci surtout pour vos téléspectateurs. Nous vous en prions, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut se mobiliser autour de ces Béninois qui, malgré eux, se sont vus loin de leur terre natale. En face, nous avons M. Eloge Francis Attadé. Il est expert en gouvernance d'État. Eloge Francis Attadé, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à cette invitation. C'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. En face de vous, Marcel Zoumeno. Journaliste, il est analyste, très au fait de l'actualité. Il suit aussi de très près ce dossier qui divise parfois les Béninois, mais sur l'essentiel, amène à coordonner les idées. Marcel Zoumeno, bonjour aussi à vous. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs de SICA TV. Alors, la première question qui taraude aujourd'hui, les esprits qui, en tout cas au niveau de la classe intellect, ça semble diviser. Le Bénin a-t-il vraiment de ses fils hors du territoire et qui s'y retrouvent bien loin malgré eux et qui mériteraient la casquette de réfugiés? Je me retourne d'abord vers l'expert en gouvernance avant de voir l'analyste et peut-être l'homme qui défend une telle cause. Oui, monsieur Francis Eloge Attadé. Je crois que c'est un secret polichinelle qu'il y a des citoyens béninois qui sont hors du territoire. Tout le monde le sait. Mais il est souhaitable que nous puissions préciser ce qu'on appelle un réfugié parce que c'est un statut particulier que les citoyens doivent avoir. Et puis il y a une convention en fait qui lie les États membres. C'est la Convention de Genève. Et je crois que par rapport à cette convention, les États ont l'obligation d'accorder l'asile, d'accorder évidemment l'hospitalité aux citoyens qui sont en situation difficile. Et vous savez qu'en 1993, au moment où le Togo a connu une crise, le Bénin a accueilli des réfugiés togolais qui sont campés, je crois, dans le Mono et dans l'Atlantique. Je crois que les camps existent encore, sauf que le régime de fonctionnement a plus ou moins baissé. Bon, alors, je crois que concernant le Bénin, il y a une polémique autour et il y a tellement de spéculations subjectives sur cette question-là. Si bien qu'on se demande si effectivement il y a eu des réfugiés. Il y a eu quelques petits problèmes où des citoyens ont été interpellés et devraient pouvoir répondre devant les juridictions de l'État. Mais par la suite, on a constaté que c'était en fait l'option du parti, parce que ne se sentant pas en sécurité. Est-ce que cela suffit pour qu'on les appelle des réfugiés? C'est ça la grosse question que nous allons élucider au cours de ce beau débat. L'expert ne l'élucide pas pour l'instant. Non. Il faut jeter la pierre. Jeter la pierre. Okay. Alors, l'analyste, est-ce que le Bénin, on peut le dire, a vraiment de réfugiés? Moi, je peux dire oui, contrairement à monsieur Attadé. Okay. Je peux dire oui, et je m'inspire de la définition classique qui vient de la convention dont monsieur Attadé vient de parler. Donc, je vais faire lecture rapidement. Okay. Un réfugié au sens de la convention du 28 juillet 51 relatif au statut des réfugiés est une personne qui se trouve hors du pays dont il a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle, qui craint avec raison d'être persécuté du fait de son appartenance communautaire, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Alors, si je m'en tiens à cette définition qui est la définition conventionnelle, je peux dire qu'il y a beaucoup de réfugiés actuellement parce que
la définition, comme vous venez de constater, dit que c'est la personne qui exprime la crainte. C'est la personne qui dit, tel que les choses se passent dans mon pays et tel compte tenu de ce que j'appartiens à tel parti politique ou de ce que j'ai dit ceci, si je rentre dans mon pays, on va m'arrêter. Ce n'est pas l'État qui exprime les craintes, c'est la personne qui est triée à partir de cette crainte. On juge de son statut, on peut dire que la personne est réfugiée. Ceci dit, en dehors de ceux qui ont exprimé des opinions politiques et qui sont peut-être recherchés et qui sont poursuivis devant les tribunaux, il y a aussi ceux qui, pour des raisons comme la définition vient de le dire, pour des raisons d'opinion ou bien d'appartenance à certaines religions données, à certains groupes communautaires, peuvent s'exprimer réfugiés. Je donne 2 exemples. Vous savez que dans un passé récent, il y a des décisions qui ont été prises à l'encontre des responsables de l'église de Gbaramé et il paraît que certains ont été obligés de quitter le territoire national. Et donc, si on s'en tient à cette définition, toutes ces personnes-là peuvent dire nous sommes des réfugiés. De même pour des gens d'une certaine région du Bénin qui ont commis des violences et après on a vu qu'il y a eu beaucoup d'actions de répression, d'actions de la police républicaine ou de l'armée dans cette région. Des gens de cette région qui se sentent menacés, qui quittent le territoire national et qui se retrouvent ailleurs, peuvent dire que nous sommes des réfugiés politiques parce qu'ils ont l'impression que les gens de cette région-là sont beaucoup plus persécutés que les autres. Donc pour moi, au regard de cette définition et au regard des faits qu'on a observés ici et là, nous pouvons dire qu'il y a des réfugiés politiques. Et là, je voudrais faire la nuance que, au regard de cette même définition, même des personnes qui étaient à l'extérieur, bien avant qu'il y ait des actes, et qui après ont pris des positions données. Je donne un exemple d'un monsieur qui était peut-être dans un pays, en France par exemple, et qui, sur des situations politiques, a pris des positions, peut se dire désormais je peux devenir réfugié parce que les positions que j'ai prises ne me permettent plus de revenir dans mon pays sans être inquiété. Et donc pour moi, il y a beaucoup de Béninois qui se retrouvent dans la fourchette de cette définition. Et moi, j'ose croire qu'il y a beaucoup de réfugiés béninois à l'extérieur. C'est ça. On va écouter M. Azanpo Justin. Lui, il est derrière un grand collectif et qui, le 20, ont eu une pensée plus particulière à tout cela. Pour eux, il ne fait l'ombre d'aucun doute, mais nous allons l'écouter lui-même. Oui, Justin Azanpo, vous avez suivi les invités en plateau. Votre réaction? Merci beaucoup. Merci à mes 2 prédécesseurs, M. Attadé et M. Marcel Zoumenou. J'en fais complètement mienne la définition de M. Zoumenou. Parce que je ne vais pas revenir sur cette définition qui est mondialement reconnue. Et c'est pour cela que hier, donc le 20 juin 2021, nous, dans la diaspora, la coordination générale et le CSDB, nous avions décidé d'honorer, de rendre un hommage vraiment solennel à tous nos compatriotes qui sont des exilés, donc des réfugiés, je reviendrai là-dessus, suite à l'hommage que nous avions rendu le 23 mai dernier à tous les martyrs tombés sous les balles du régime du président Patrice Talon à travers les 3 élections législatives, communales et présidentielles que ce régime a organisé au cours de son premier mandat, notamment et surtout aux nombreux prisonniers politiques. On nous a dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Bénin. Mais lorsque on vous arrête pour votre opinion, lorsqu'on vous arrête parce que vous dites, écoutez, compte tenu de la situation nationale qui prévaut, 3 élections qui ont été organisées, qui sont systématiquement exclusives, qui demandent tout simplement à ce que les fils et les filles du Bénin s'assoient pour trouver des solutions communes aux problèmes. Lorsque vous dites ça, on vous embastille, on vous enlève. À partir de là, voilà, nous, dans la diaspora,
nous avions organisé donc ce soutien pour dire qu'ils ne sont pas seuls. Et pour un exemple simple, dans l'espace CEDEAO, le Bénin détient aujourd'hui le record du nombre de réfugiés dans le monde à travers, après la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. Et je dirais que dans le cas du Bénin, depuis 1990, c'est sous le régime du président Patrice Talon que le Bénin voit quitter en vague importante plein de Béninois pour fuir la persécution, je dirais même les persécutions politico-judiciaires. Donc aujourd'hui, nous pouvons compter plusieurs centaines d'exilés dans les pays voisins, en Europe, aux États-Unis et au Canada. Voilà, je vais ajouter tout simplement pour dire que pourquoi en France, par exemple, la France qui considérait le Bénin comme un pays sûr, le 29 septembre 2020, pourquoi l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et apatrides, a pris la décision de suspendre le Bénin des pays dits sûrs. Donc, c'est qu'il y a quelque chose. Et cet hommage que nous avons rendu, nous, le dimanche dernier, c'est aussi pour rendre, je dirais, d'une certaine manière, un service même au régime. Je reviendrai là-dessus. Ok, ben merci beaucoup. Monsieur Attadé n'avait pas tranché de la question. Vous permettez, on va l'écouter sur la question. Oui, monsieur Attadé. Je crois que je partage en fait la définition qui a été donnée par monsieur Marcel, mais j'aimerais que nous puissions nous entendre sur les indicateurs d'évaluation. Quand est-ce qu'on peut parler de réfugiés? Sinon, c'est trop facile que quelqu'un commette en fait une infraction et fasse l'option de s'exiler et puis se constitue un statut de réfugié. Alors que les adeptes du culte Nguémé Banamé aient commis des infractions et qu'il y a eu un prononcé de la justice et que par la suite certains craignant de se faire embastiller prennent la fuite et ne peuvent pas se constituer, selon moi, en réfugié. Ça veut dire qu'ils fuient en fait les juridictions, les sentences prononcées par la juridiction de leur pays. Et c'est extrêmement grave. Ça, c'est de l'apatridie. Et de deux, j'aimerais dire en fait que lorsqu'on parle de réfugiés, en fait, il y a un statut. Je trouve que le 20 juin qui a été retenu est d'un intérêt pour tous les pays, dès lors que chaque pays est tenu d'offrir les conditions d'accueil, d'hospitalité et d'asile pour les citoyens. Et c'est en cela que le Bénin, en fait, doit se réjouir de la célébration de cette journée-là. De deux, ça permet aussi aux gouvernants de faire l'état de la situation et l'état du monde pour voir comment est-ce qu'il faut améliorer la gouvernance, assurer l'état de droit et éviter évidemment les violations massives, qui sont les violations des droits qui conduisent en fait à la constitution des réfugiés. Alors j'ai été heureux que notre frère qui est à la diaspora évoque la CEDEAO. Il y a le protocole additionnel de la CEDEAO par exemple, qui prévoit qu'avant toute élection, puisque ce sont les élections qui sont les points d'achoppement, qu'avant toute élection, qu'il y ait en fait une mission d'information. Et cette mission vient s'enquérir de l'état de préparation pour voir s'il n'y a pas des remous sociaux, des remous politiques qui pourraient créer des conflits. Vous savez qu'au niveau de la CEDEAO, il y a un cadre de prévention et de gestion des conflits. Donc ça permet de prévenir, puisqu'il faut s'assurer évidemment que les règles sont bien respectées pour que nous puissions éviter les cas d'insécurité, les cas de violation massive des droits de l'homme, pour assurer la paix, la sécurité. Alors dans ce cadre-là, si des citoyens choisissent, parce que si vous voulez, on va nommer. Je connais des jeunes qui sont partis d'ici. Quelqu'un est président d'un parti, on appelle PLP. Permettez-moi de taire son nom ici. Bon, par la suite, il est allé dans un supermarché, il dit qu'il a senti que des gens passent autour de son véhicule, ça pas en sécurité, et puis ouf, il est allé à Paris. Et il dit qu'il est réfugié. Alors, c'est trop facile de dire qu'on peut être réfugié dans ces conditions-là, alors qu'il n'a même pas été inquiété. À un moment donné, dans un débat, j'ai dit, mais c'est tellement que c'est le cas de campagne de M. Léodel Zissou,
qui ont permis à certains de partir pour aller s'offrir un bon asile. Non, le Bénin est un havre de paix et de sécurité et nous devons travailler à cela. C'est vrai que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons trouvé des amis, des frères qui se sont trouvés hors du territoire béninois. L'idéal, c'est offrir les mécanismes qui permettraient à ceux-là de revenir au pays pour apporter leur expertise à la bonne gouvernance, mais aussi au développement. Donc les mécanismes doivent être mis en place pour qu'on sache, en fait, que le Bénin est en marche. C'est vrai que depuis un moment, on a trouvé près d'une vingtaine de citoyens, avec des statuts différents, qui sont hors du territoire. Mais il faut situer pour chaque cas quelles étaient les responsabilités, les causes qui ont justifié ces départs. Et quand on fait le bilan, si on doit parler de réfugiés, finalement, parce qu'il faut voir dans les pays d'accueil, combien ont pu obtenir le droit d'asile. Ça part de là, puisqu'il y a des critères, qui sont ceux qui ont été éligibles au statut de réfugié. Alors ceux qui n'ont pas été éligibles, mais qui rentrent, on en a vu par exemple Bertin Korovi qui est rentré, on a vu Tawes qui est rentré, on a vu d'autres qui sont en train de s'apprêter à venir, mais ils veulent s'assurer qu'ils viendront en paix et qu'ils ne sont pas inquiétés. Donc, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame sur la définition. C'est pourquoi j'ai dit, quels sont vos indicateurs d'évaluation du statut de réfugié? Sinon, je peux commettre une infraction et partir que je suis réfugié. Alors, vous lancez une grande question là, oui, M. Marcel Zoumenou. Avant d'aller un peu plus loin, quand on vous suit, tout le monde est unanime à dire qu'il y a de ces Béninois qui ne sont pas chez eux. On reviendra là-dessus. Découvrir un peu, peut-être avec le coordonnateur général de CSTB, c'est quoi leurs conditions pour qu'ils restent? Est-ce que ce sont des gens qui se retrouvent dans des milieux douillets, comme l'a dit M. Attadé, qui font la belle vie et ils doivent se plaindre pour eux? Bon, on comprendra. Mais alors, c'est Attadé qui vous arrache le sourire. Mais Attadé a évoqué aussi une question, M. Marcel Zoumenou. Lorsqu'on parle de la situation de ceux-là, il dit qu'il faut essayer de démêler les chevaux et ne pas prendre ce qui se dit là pour agent comptant. D'après l'analyste que vous êtes, qu'est-ce qui pourrait empêcher le grand nombre de rentrer au pays? Parce que M. Azampo nous informe là qu'avec la CEDEAO, on compte une centaine de Béninois. C'est le chiffre dont on lui dispose. Qu'est-ce qui peut empêcher cela? Des Béninois en France? Il a cité un certain nombre de pays. Qu'est-ce qui pourrait empêcher les gens de rentrer? Lorsque, effectivement, on a entendu aussi les autorités dire mais si ne vous reprochez rien, rentrez. Non, je crois qu'il faut que je puisse dire, avant de répondre à ta question, que moi, j'ai toujours été pour que, quand les citoyens posent des dates, qu'ils puissent répondre de leurs dates. Et donc, je ne soutiendrai jamais des positions souhaitant que des gens puissent commettre des infractions et que pour ne pas répondre de leurs infractions, ils fuient. Moi, je n'ai jamais été dans cette position. Mais ceci dit, nous devons regarder la vérité en face pour nous poser certaines questions. Quelle est-elle, cette vérité? Pourquoi depuis 1990 jusqu'en 2016, il n'y a pas autant de Béninois qui aient fui le pays? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Deuxième question, ceux qui ont eu le courage de rester, de ne pas fuir, quel a été leur sort? Quel est leur sort? Voilà. C'est cette question que moi je voudrais qu'on se pose, et je regarde droit monsieur Attali dans les yeux pour se poser des questions. Et dans la plupart des cas, on a vu des gens qui ont été déposés dans les prisons sans qu'il y ait eu la moindre preuve d'accusation. Et dans beaucoup de cas, c'est après leur arrestation que les chefs d'accusation ont été formulés. Parfois, les chefs d'accusation ont varié devant la BEF et devant les procureurs à la criette. Il faut qu'on ait le courage de dire ces choses si nous voulons que notre pays puisse devenir un pays respectable demain. Il faut qu'on ait le courage de dire que la plupart de ceux qui fuient, ce n'est pas pour autant qu'ils ne veulent pas assumer, c'est parce que la justice aujourd'hui ne rassure pas beaucoup de Béninois. Moi qui suis ici, je peux dire que la justice ne me rassure plus. Depuis le jour où on est allé chercher des journalistes, juste parce qu'ils ont écrit un article de presse, on est allé les chercher dans leur lit pour aller les déposer. J'ai commencé par être inquiet de la justice. Et donc, que voulez-vous que des gens puissent accepter d'aller se faire harakiri, si je peux utiliser ce terme, et ne pas être sûr de bénéficier d'une justice équitable?
pour dire que, ah voilà, nous sommes des républicains, nous voulons nous conformer aux textes et lois de notre République, si tel que les choses se passent. Ça ne se passe. Je vais prendre deux cas qui sont connus, qui sont de notoriété publique. C'est le cas de Sébastien Ayaron et le cas du professeur Joël Aïvo. Le cas de Sébastien Ayaron. Voilà quelqu'un dont on a accusé d'avoir fait du trafic de drogue. Un premier jugement lui a été rendu, libéré, relâché au profit du doute. L'international lui-même porte plainte contre IS pour dire, mais une fois qu'on m'a libéré au bénéfice du doute, je veux moi maintenant savoir qui a mis la drogue. La procédure est bloquée. Mais cette affaire a été relancée des mois après par une juridiction qui n'existait pas au moment où la décision en première instance a été rendue. Et c'est cette décision qui, dans quelles conditions, nous savons qu'il n'a jamais été écouté. La décision a été rendue. Ses avocats ont été empêchés de plaider son cas. Mais dans le monde entier, quand les gens attendent ces choses, mais les gens tombent des nues. Et vous croyez que dans ces conditions, beaucoup de gens seront prêts à répondre de leurs actes? Le professeur Aïvo, je prends ce cas pour finir, qui quitte l'université, quelqu'un qui est enseignant à l'université, dont on connaît la maison, qui a les garanties de représentation, on le guette et on fait une opération sur le pont et on l'arrête dans les conditions que je ne vais pas décrire ici. Et puis, c'est après l'avoir arrêté qu'on a commencé par formuler les chefs d'accusation qui ont varié de la beffe à la criette. Dans ces conditions-là, moi je préfère, je voudrais qu'on fasse un débat de vérité. Dans ces conditions, je suis sûr que beaucoup de Béninois, même s'ils ont commis des délits ici, ne seront pas prêts à aller devant les tribunaux. Parce que ces deux cas que j'ai donnés, c'est des gros morceaux. Mais ils vont se dire, mais qu'en sera-t-il de quelqu'un comme moi que personne ne connaît, de quelqu'un comme moi qui n'a aucun statut, de quelqu'un comme moi dont l'arrestation ne peut pas susciter des réactions à l'extérieur? Voilà le cas de ceux qui peuvent se prétendre d'avoir des relations et qui ont des contacts et on peut les défendre, c'est-à-dire qui ont les moyens de prendre de bons avocats. Voilà ce qui leur est arrivé. Et moi, là, si j'ai commis mon petit délit, là, est-ce que je suis sûr d'avoir... Et le monsieur fut, à partir de ce moment où il fut, la définition dit qu'à partir du moment où il craint que il sera arrêté et qu'il ne pourra pas bénéficier d'une décision de justice équitable, d'une procédure judiciaire équitable, il a des raisons de fuir. Et donc, ça me permet de nuancer ce que M. Attali. Pour autant, je ne suis pas d'accord. Le cas de Léon, c'est vrai aussi que je me pose assez de questions si réellement il a eu un problème. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas. Il ne m'a pas dit, c'est un ami, mais je ne sais pas réellement le problème que... Et puis, il vous a dit qu'il est réfugié? Bon, on ne va pas personnaliser le débat. On va généraliser le débat. Donc. Mais je crois qu'il craint de revenir. Mais a-t-il un statut de réfugié? Je ne sais pas. Alors, en tout cas, une question que Marcel a lancée, qui s'impose à tous, je la pose d'abord à M. Francis Attali avant de me retourner vers M. Azanko. Oui, M. Francis Attali, cette question aussi, beaucoup se la posent. Pourquoi ce vent de fuite en avant, envie soudaine de se mettre à l'abri, loin du Bénin, à regagner les Béninois? Comment vous l'expliquez? C'est un constat général et c'est regrettable. Mais j'aimerais apporter de bémol à ce que Marcel a dit, parce qu'en fait, il faut avouer que qu'on soit pauvre ou riche, en fait, la justice doit être équitable. Et que je suis bien peiné qu'on dise que des gens ont des contacts à l'extérieur et que ces contacts pourraient intervenir. Non, est-ce qu'elle l'est? Et que de ce fait, que nous qui n'avons pas de contact... Et il a ajouté... la surface financière... Monsieur Attali, il a ajouté quelque chose. Tous les droits. Je parle de ceux qui ont cette possibilité. De se prendre de bons avocats. Ils sont traités ainsi. Et je me pose la question de savoir qu'en serait-il du Béninois qui n'a aucun moyen, qui n'a même pas la possibilité de prendre un avocat,
quel sort cette justice va lui réserver? Vous avez dit que vous étiez inquiet. Vous pouvez vous prendre des avocats, de bons avocats. Non, je n'ai pas les moyens. Ah bon? Je n'ai pas les moyens. L'État vous en donne. Je n'ai pas les moyens. Ah, les commis d'office, encore que dans les cas là, beaucoup n'en ont pas eu. Hein. Ah, mais écoutez, Monsieur Baraparapé pourrait vous dire, s'il était sur le plateau, que dans beaucoup de ces cas-là, des gens qui ont été arrêtés, beaucoup n'ont pas eu les avocats commis d'office. Je crois qu'en fait, il est établi que les citoyens sont régis par des tests et qu'il y a des juridictions en fait qui se prononcent en cas d'infraction. Et lorsque les chefs d'accusation d'inculpation sont constitués, il y a une instruction qui suit son cours. Oui, Marcel disait tout à l'heure que les choses ne sont pas automatiques. Vous avez regretté que, par exemple, le professeur Joël Aïvo a été interpellé en chemin alors qu'il entrait après un cours. Non, mais il y a des informations que les services et puis le procureur détiennent. Et faute cela, s'il y a menace ou s'il y a des complots qui sont audits, on peut à tout moment vous interpeller, quel que soit les comptes, même si on vous trouve en slip, on vous prend. Vous le savez. Maintenant, quitte après, dans la procédure, à clarifier. S'il est établi que vous n'êtes pas fautif, je crois que la justice va se prononcer. Et par rapport au prononcé, vous allez peut-être être acquitté complètement. Alors, je crois qu'on ne doit pas fuir la justice, surtout qu'il s'agit de personnalités fortes, pour reprendre vos mots. Mais Joël Aïvo sait que politiquement parlant, de la théorie à la pratique, c'est des risques qu'on prend. Et dans ces conditions, les gouvernants aussi font en sorte que ceux qui doivent être des subversifs, je ne dis pas qu'ils sont subversifs, parce que la parole, elle est parfois, vous savez que la radio 1000 collines, elle a été pour beaucoup dans ce qui est arrivé au Rwanda. Tout à fait. C'est pourquoi la presse, quand un pouvoir doit être suivi, la parole doit être contrôlée. Et on sait que les acteurs politiques manipulent la parole et ont des contacts et un agenda que vous ne maîtrisez pas, vous et moi ne maîtrisons pas. Alors, le pouvoir en place a des services de renseignement qui travaillent. Donc, c'est pourquoi moi j'ai des réserves à me prononcer de façon délibérée. Alors, M. Attali, voulez-vous dire à ceux-là qui sont inquiets, qui sont aujourd'hui à l'extérieur, et peut-être ceux qui sont aussi à l'intérieur, qui continuent d'être inquiets, de ne pas avoir peur de rentrer chez eux, et puis ceux qui sont à l'interne, de parler librement, mais tout en assumant. C'est une grosse je crois que le Bénin a besoin de tous ses fils. On y revient avec cette réponse. Je crois que ceux qui n'ont pas obtenu le statut de réfugié et qui sont partis d'eux-mêmes et qui sont conscients qu'ils sont allés en tourisme, c'est pas interdit. C'est des touristes politiques. Ouais, mais monsieur Attali, vous êtes sérieux là? Je ne blague pas. Ils sont allés en tourisme. J'en connais. Bon. Avec monsieur Azanko, on saura, à partir de leurs conditions de vie, on pourra établir. Parce que nous avons suivi un peu les hommages rendus à ceux-là. Je souhaite que vous posez la question à Azanko. Oui, on va établir la typologie des réfugiés dont il parle. Pour qu'on sache quels sont les différents statuts que nous avons pour que le gouvernement engage la procédure et fasse venir ceux qui ne sont pas inquiétés par la justice, mais ceux qui ont avec eux des dossiers en justice. Il faut que la justice se dise, que le droit se dise. Et je crois que le président Macron, dans sa dernière lettre au président Talon, a souhaité que le droit se dise de façon équitable. Ouais. Donc le droit doit se dire. Oui. Monsieur Azanko, dites-nous sérieusement, et vous avez promis justement le dire, la main sur le cœur, vous rendez hommage à ces, vous avez dit, centaines de Béninois devenir des exilés malgré eux, demandant l'asile ici et là. Auriez-vous eu suffisamment de fonds pour entretenir des Béninois touristes dans ces pays-là? Il se passe quoi exactement? Écoutez, quand j'entends monsieur Attali dire ça, désolé, mon frère, c'est une insulte à l'égard de ces nombreux de nos frères et sœurs qui, malgré eux, ont quitté famille, ont quitté un logement douillet, ont quitté des situations pour se mettre à l'abri parce que c'est des gens qui n'ont d'abord plus confiance à leur justice. Tout à l'heure, M. Zoumenou a pris le cas du président Diavon, Sébastien, pour l'illustrer. Je dirais autre chose. Lorsque vous êtes dans un pays où la justice est devenue une justice sous ordre, et ce que je dis, ce n'est pas des paroles en l'air. Le président Patrice Talon, je me souviens, au cours du débat qui le liait au deuxième tour, au moment de la campagne, de son campagne électorale de 2016, avec l'ancien Premier ministre
Lionel Zessou, avait dit un État qui ne respecte pas les décisions de justice, c'est un État voyou. Alors, que dire alors de toutes les décisions, les 3 ou 4 décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, cour à laquelle l'État béninois était signataire, qui a condamné d'abord le gouvernement béninois pour le procès et la condamnation d'Adjafo, et qui a aussi condamné la révision de la Constitution pour inviter le gouvernement béninois à revenir à la Constitution du 11 décembre 1990 avant de faire quoi que ce soit. Qui a demandé aussi de surseoir les élections municipales et communales, etc., parce que les droits légitimes d'un citoyen ont été violés. Alors, lorsqu'on voit ça, comment voulez-vous faire confiance à la justice de votre pays? Deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est le cas de l'ancien ministre de la Justice et honorable Valentin Dinotin. Valentin Dinotin avait tout simplement fait un déplacement en France. Au cours de ce déplacement, on a été lui déposer un document qui le convoquait à la justice, etc. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? D'avoir eu connaissance d'un document pour tout simplement exercer son droit, je dis bien pour exercer son droit de député à l'Assemblée nationale, député donc à la 7e législature. Et comment voulez-vous que, compte tenu des antécédents, de ce qui s'était passé pour Adjavon, pour tous les autres, comment voulez-vous que ce monsieur fasse confiance à sa justice pour rentrer et aller se faire jeter dans la gueule du loup? Le cas à Tao, est-ce qu'on entend encore parler d'Atao? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est quelque part? Plus personne n'en parle. Et quand vous voyez tout ça là, côte à côte, comment voulez-vous que les gens aient confiance à leur justice? Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Zoumenou tout à l'heure en disant, oui, moi je ne soutiens pas des gens qui fuient parce qu'ils ont commis des actes. Mais je commets des actes, je parle, je dis des choses. Si dans mon pays j'ai une justice à laquelle j'ai confiance, je me présenterai. Et puis si effectivement ces actes sont corruptibles ou quelque chose qui me condamne, j'accepterai de subir donc les peines que ce tribunal indépendant, je dis bien indépendant. Alors, Monsieur Azangbo, on vous aura compris, mais dites-nous, on est curieux de savoir, vous soutenez Obi-Atobi que des réfugiés, le Bénin, compte plusieurs de ses fils. C'est quoi leurs conditions? On veut bien savoir. Monsieur Attal suspecte beaucoup de touristes dans le lot de ceux que vous qualifiez de réfugiés. Et c'est pour ça que je lui disais tout à l'heure que c'était une insulte, une injure infâme, et qu'on ne peut pas dire ça, connaissant les conditions des uns et des autres. Je vais vous dire, tout à l'heure j'ai cité la décision de l'OFPRA qui avait déclassé le Bénin et qui a permis à un certain nombre de nos concitoyens qui sont sur le territoire français de bénéficier de statut de réfugié. Mais lorsque vous bénéficiez d'un statut de réfugié, cela ne vous dit pas que vous vivez dans un logement douillet. C'est des gens qui sont en train de se battre quotidiennement pour avoir un logement, pour avoir de quoi manger. Ne dites pas que des Béninois sont dans les rues. Et ça c'est ceux qui ont réussi même à avoir le statut. Dans les autres pays, par exemple, de la sous-région, les informations qui nous parviennent de tout le temps, tous les jours, mais c'est des gens qui n'ont rien du tout, étant donné que dans la sous-région, par exemple, au Nigeria, au Togo, au Niger, au Burkina, etc., où les gens sont réfugiés, eh bien oui, ils ne peuvent même pas manger, ils ne peuvent même pas se loger
Vous avez des gens qui vont se retrouver à je ne sais pas combien de personnes dans un petit réduit de 15 mètres carrés. Vous parlez des Béninois? Je parle de Béninois. Et quand on me dit, et c'est pour cela que il faut se référer réellement à la définition mondiale, des organisations mondiales pour définir la chose. Lorsque je crains pour ma sécurité, lorsque je crains pour ma vie et que je suis obligé de m'isoler, on me dit, oh mais venez, on va. Écoutez, moi, Justin Zanko, je suis coordonnateur de la résistance. Depuis le temps, toutes les déclarations que je fais, et allez trouver une seule déclaration où je m'en prends à la personne de Patrice Talon. Vous n'en trouverez jamais. Mais tout ce que je dis, c'est condamner sa gouvernance. Dire des choses qui ne vont pas, qu'il faut corriger. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux rentrer librement dans mon pays sans craindre qu'on me colle quelque chose à la peau? Et vous répondez quoi vous-même? Ah ben moi, je ne suis pas réfugié politique. Mais compte tenu de tout ce que je dis et ce que je représente, avec ce que les autres subissent, est-ce que c'est crédible pour une justice qui ne fait plus son travail, où on vous capture en pleine route? Alors pour je dirais les plus importantes personnalités connues, on saura même que vous avez été arrêté. Combien de gens sont enlevés? On a des jeunes, des étudiants qui partent au Bénin aller rendre visite à leur famille. On a cassé leur avenir en les enfermant. Pas de jugement, comme vous l'avez si bien dit. On enferme les gens d'abord et c'est après qu'on va chercher. Nous parlons avenir du Bénin, chers invités. On aura le temps de revenir plus amplement peut-être sur certains aspects, mais permettez, et puis s'il s'agit de l'avenir du Bénin, bâtir ensemble le Bénin, c'est le défi. Un défi que le chef de l'État en personne a lancé pour ce second mandat. Francis Attadé, je l'ai dit dans vos dires, c'est clair qu'il y a des Béninois et nombreux à l'extérieur. Comment peut-on s'arranger à l'aune de ce mandat pour que tous puissent regagner le bécaye d'après vous? Et le plus tôt possible. Non, vous permettez d'abord que je dise à M. Azanko que, en fait, il n'a pas répondu à la question. Parce que j'ai souhaité qu'on parle de la typologie des réfugiés et combien parmi eux ont gagné la procédure et ont obtenu le statut de réfugié. Et nous savons que les réfugiés ont des droits dans tous les pays. Donc, me dire qu'ils sont mal lotis, mal logés, j'ai de la peine avec quoi, surtout qu'ils sont en France, ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, des pays dans lesquels les droits de l'homme sont respectés. Donc, il ne faut pas qu'on fasse... Il a cité aussi certains pays de la sous-région, le Burkina, le Niger. Vous n'y croyez pas? Mais j'ai été très heureux qu'il ait dit qu'il y a une centaine. Mais en principe, comme il coordonne une structure qui suit et qui compile les renseignements concernant les réfugiés, qu'il fasse le point de combien. Parce que le fait de sortir du pays et d'introduire une demande ne vous donne pas droit automatiquement à avoir le statut. Il y en a qui ont engagé la procédure et ça n'a pas prospéré. Par contre, il y en a chez qui ça a prospéré. Alors, ça veut dire qu'il y a des études qui se font. Donc, ce n'est pas des caisses de... On lui demandera de transmettre tout ceci aux autorités, pourquoi pas. Moi, je dis, il y a peut-être parmi ceux qui sont partis des gens qui sont véritablement des réfugiés. Ceux-là, l'État peut engager la procédure pour qu'ils puissent rentrer chez eux, précisément pour apporter l'expertise à la gouvernance et aider le pays à se mettre sur le chantier et la marche du développement. C'est ça le souhait. De deux, ceux qui sont partis parce qu'ils craignent de répondre de leurs actes, il faut qu'on fasse en sorte qu'ils viennent répondre de leurs actes. Sinon, on va faire le lit à l'impunité. Or, on veut combattre l'impunité et faire en sorte que le Bénin change de cap. Alors, ce n'est pas un discours partisan. Qu'on sache que le Bénin doit changer et que nous devons avoir des perspectives à long terme. Par exemple, à l'horizon 2040, le Bénin va passer à 20 millions d'habitants. Qu'est-ce que nous faisons, par exemple, pour assurer des conditions de vie optimales, par exemple, aux citoyens, pour avoir une justice équitable, qui puisse rassurer aussi bien les citoyens normaux que ceux qui sont tombés dans les liens de la justice. Parce qu'on ne doit pas avoir peur de sa justice, en fait. Elle est là pour dire le droit et puis régenter la vie en société pour qu'on évite d'enfreindre aux lois et de porter des préjudices à nos pairs. Donc, c'est assurer une bonne vie communautaire. En fait, dans le cadre du mandat qui est en cours, je souhaite vivement que nous puissions aller à l'union sacrée. Le Bénin en a besoin. On n'est pas intelligent seul. Il faut que nous puissions mutualiser nos intelligences. Or, il n'est pas possible que des citoyens soient hors territoire pour que nous puissions dire que nous faisons un travail
communautaire, un travail d'ensemble. Donc, mais il faut, dans ce cadre-là, situer les responsabilités. Ok. Oui, Marcel Zoumeno. Non, je crois que c'est là où M. Attali a chuté qui m'intéresse, c'est de travailler effectivement à ce que tous ces Béninois puissent revenir, qu'ils aient le statut de réfugié ou pas, ils sont après tout citoyens béninois. Et donc, il faut créer les conditions pour qu'ils reviennent. J'ai l'impression que c'est seulement le discours qui est tenu. Je ne vois pas encore d'actes posés dans ce sens. Et moi, je voulais voir les actes qui puissent encourager ces gens-là à venir, même ceux qui ont des dossiers devant les tribunaux. Si je continue de le dire, et M. Attali n'est pas revenu sur cette question, je continue de le dire, si la justice les rassure, ils reviendront. Je suis sûr. Parce qu'il n'y avait pas autant de Béninois avant 2016 qui aient pu fuir de cette manière. Donc, il faut travailler sur ces chantiers. Il faut que la justice rassure. Il faut aussi que la gouvernance rassure, qu'il y ait beaucoup plus de paix, qu'il y ait beaucoup moins de reines dans les prises de décision. Et quand il aura tout ça, les Béninois reviendront pour contribuer. Je crois que le chef d'État l'a dit lui-même qu'il est le président de tous les Béninois. Il faut qu'il y travaille pour ça. Et il faut que... je crois qu'il a un projet ambitieux pour le Bénin. Donc ce projet, il ne peut pas le faire seul. Il a besoin du concours de tous ces Béninois pour le faire. Et c'est à ce niveau que moi je souhaite qu'il y ait vraiment des actes concrets pour que ça puisse rassurer les uns et les autres à revenir pour la paix réelle dans le pays. Ok, oui. Justin Azampou. Je rejoins monsieur, pour une fois, monsieur Attali, pour soutenir ce qu'il a appelé de ses voeux. Mais cela passe d'abord par le rétablissement d'une justice viable, d'une justice fiable, une justice en laquelle tout le monde puisse faire confiance pour que les gens rentrent sans crainte. Et ce que moi je demande, et ce que je l'avais déjà dit, hein, le 23 mai, au cours de la manifestation que nous avions organisée à Paris, en l'hommage aux martyrs et à tous ceux qui sont des prisonniers politiques, que le régime continue de dire qu'il n'y a aucun prisonnier politique au Bénin. Il y en a plein. Hein. J'avais dit déjà, le président Patrice Talon, oui, il a fait un discours le 23 là, pour dire les élections, tout est derrière nous. Oui, mais quand on demande des comptes aux uns aux autres, quand est-ce que lui, il va rendre compte? Se rendre compte suppose qu'il permette, puisque maintenant il a tous les pouvoirs concentrés en ses mains, justice, police, armée, etc. Eh bien oui, mais c'est à lui de tendre la main à tous les enfants du Bénin, ceux qui sont à l'extérieur comme ceux qui sont à l'intérieur, mais tendre la main, c'est faciliter tout simplement. Commencer d'abord par libérer tous les gens qu'on a embastillés pour un oui ou un non, parce qu'ils ont osé parler. Quand vous voyez des gens comme Oudé, des gens comme Alessandro Routondi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé. Est-ce que c'est des gens qui ont appelé aux armes, etc. Non. Des gens comme, je ne sais pas, il y en a plein, Joël Aïvor, etc. Tous ces gens-là, ben, il faut les libérer tout simplement, arrêter toutes ces procédures politiques et faciliter le retour sécurisé de tous nos frères et sœurs qui sont partis parce qu'ils craignent pour leur vie, pour leur sécurité. Monsieur Justin Azampou, vous allez conclure le plateau en disant quoi, hein, comme message? Je dis que c'est un appel solennel que moi j'envoie. Allez-y. Au président de la République pour dire, ben, faites rentrer tout ce monde-là et qu'on aille à une assise réelle pour débattre des problèmes et des problématiques du Bénin, pour mettre le Bénin sur les rails du développement. Le président a parlé du social. Pour ce social, on a besoin de toutes les compétences. On a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de tous ces talents qui sont à l'extérieur. Les Rodriguez, les Diavon, c'est des gens qui ont des entreprises, qui créent des emplois. On a besoin de tout ça. Voilà. Moi, merci le message fort que je voudrais envoyer, c'est en direction donc de... Merci, monsieur Azampou. Monsieur Francis Attali, pour conclure. Je crois que j'ai toujours souhaité qu'il y ait une entente parfaite entre le président Talon et le président Adiavon. D'une part, d'autre part, je veux que les fils du Bénin rentrent, mais que ceux qui ont des dossiers en justice puissent en répondre. Et enfin,
dans le cadre de la bonne gouvernance, il faut faire en sorte que le Bénin soit la locomotive de la sous-région. Merci à vous, Francis Attadé. Maintenant, vous aurez votre mot de fin la prochaine fois. Merci, chers téléspectateurs. À très bientôt.